Bonjour, alors votre cours se termine par la tectonique des plaques aînées. Vous allez donc pouvoir maintenant compléter la carte que je vous ai distribuée. Vous avez déjà le nom des petites plaques, mais vous allez pouvoir y ajouter le nom des plus grandes plaques et surtout les mouvements relatifs des plaques, donc un écartement ici au niveau de la dorsale, un rapprochement par exemple ici au niveau de l'Inde. Ces différents mouvements, vous les figurez sur votre carte et vous y faites référence dans votre cours. J'ai tenté de retrouver le nombre de plaques. Alors on trouve différents nombres sur différents sites. Ici, au niveau du site Futura Science, qui est digne de confiance, on nous parle de 15 plaques lithosphériques, c'est celles qui sont coloriées ici, et 40 plaques mineures qui entrent en jeu dans la tectonique des plaques. Au passage, il y en a une qui est en train de se former entre la plaque australienne et l'indienne qui auparavant n'en formait qu'une. Alors, le TP a consisté à confronter des observations et des modélisations pour trouver des arguments pour cette tectonique des plaques. Tout d'abord, certains d'entre vous ont travaillé sur des preuves de mouvements divergents. Ici, la carte géologique de l'Islande nous montre différentes roches que l'on peut trouver sur ce territoire et surtout une disposition particulière de ces roches, roches d'âge différents suivant les figurés qui sont utilisés et de nature également différente. Donc il s'agit ici d'observations de terrain qui ont été ensuite mises sur la carte géologique. Et donc tout d'abord des failles normales, ce sont ces failles qui sont parallèles les unes aux autres ici, que l'on voit partout dans cette zone représentée en rose. Ces failles normales, ce sont des failles qui prouvent un écartement des plaques et la formation d'un rift au centre. Mais aussi, on voit qu'il y a une symétrie des roches. Au milieu, nous avons des basaltes représentés en rose. Autour, de manière symétrique, plus ou moins évidemment, nous avons ces roches représentées en vert, puis de part et d'autre, ces roches représentées en bleu. Voilà qui est typique d'une zone divergente. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Islande et de pouvoir me promener dans la vallée de Þingvellir où l'on voit des blocs basculés. Ici, ce chemin est construit au niveau d'un bloc qui a basculé entre ces deux parties ici. Sur la gauche, nous avons la plaque nord-américaine. Sur la droite, nous avons la plaque eurasienne. Et au centre, nous avons un effondrement central, c'est-à-dire un rift continental. On n'a pas d'eau pour l'instant qui ennoie cette zone, mais rift quand même, fossé d'effondrement, également autre appellation. Alors nous voilà en train de nous promener entre ces deux bordures continentales, je rappelle, Amérique, Europe. Nous sommes dans le fossé d'effondrement, dans le rift. Nous pouvons aussi constater des alignements volcaniques de basalte, et ces basaltes ont la structure caractéristique des basaltes formés dans l'océan, des basaltes en coussin. Alors ici on voit des basaltes déformés lorsqu'ils apparaissent en surface et qu'ils figent, que la lave fige brutalement. Nous avons une mini-faille qui s'est formée, ça a été pris juste sur le côté latéral, la partie européenne proche de la faille de Þingvellir. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait en classe, à aller voir l'animation faille que vous trouvez sur le site. On change de lieu pour se retrouver en Afrique au niveau du triangle des Afars qui se trouve ici autour de Djibouti. Alors on voit ici un océan déjà formé, même si ça s'appelle la mer Rouge. Il y a une dorsale qui est déjà présente et qui fabrique déjà du magma. On en a une autre également ici, mais elle se poursuit sur le continent et on va en voir des preuves.
c'est ce qu'on appelle du rifting continental ici, rifting océanique dans cette zone. On s'approche ici de cette zone d'ouverture, on voit des lacs qui se sont installés, et notamment le lac ici au fond que l'on va aller voir plus précisément. Donc là on a changé d'angle de vision, on voit cette zone effondrée dans cette zone montagneuse. Il y a accumulation de sel parce qu'il y a peu d'eau et une évaporation due à la température locale. On a donc le rift ici pour l'instant continental parce qu'il n'y a pas encore de croûte océanique dans le fond, mais à l'avenir nous aurons un nouvel océan qui va séparer l'Afrique en deux parties inégales. Autre preuve de cette ouverture au niveau de cette cassure de l'Afrique, eh bien des alignements volcaniques qui se visualisent ici tout du long de l'ouverture. Vous voyez qu'il y avait aussi une ouverture un peu médiane sur le côté, et des séismes qui sont superficiels, qui sont enregistrés ici tout le long de la dorsale déjà formée, mais aussi le long du rift qui est en train de se former à ce niveau. Avec sismologue, on peut retrouver les mêmes données, et on peut avoir aussi, donc là on retrouve les volcans, les séismes superficiels qui sont un petit peu mélangés ici avec les volcans, et on peut également avoir des informations sur les roches, et notamment trouver des gabbros en cours de formation ici dans cet océan, preuve que c'est déjà bien un océan, même s'il est encore très étroit. Ceci nous amène à modéliser. Vous avez fait différentes modélisations en plâtre, en papier, dans le cours que vous pouvez positionner ici dans votre cours. Après avoir noté ces éléments, n'oubliez pas de prendre des notes sur ce que je dis, en plus de ces aides-mémoires qui sont ici sur le côté. Animation sur le rifting qui est intéressante à ce niveau. On passe maintenant aux preuves de mouvement convergent, avec toujours des observations de terrain, tout d'abord des témoignages de subduction. Alors j'ai eu la chance d'aller en Indonésie et d'observer le volcan qui s'appelle le Bromo, qui est en éruption permanente, c'est-à-dire qu'il émet sans arrêt un panache de fumée, sans toutefois déborder pour l'instant. On se lève à l'aube vers 4 heures du matin pour découvrir le lever du soleil sur ce Bromo, et découvrir que toutes les 15 minutes à peu près, il y a une éruption qui se met en marche. Là c'est le tout début, après on va avoir un panache un peu plus élevé, mais rien de dangereux à cette distance de quelques centaines de mètres. Donc un volcanisme de type explosif, formant ici un arc insulaire, on est en Indonésie, ou une cordillère s'il s'agit d'une subduction entre une plaque océanique et une plaque continentale. Autre image, autre souvenir d'Indonésie, parfois les volcans sont occupés par un lac central, c'est le cas du Kawaïjen qui est ici. Vous avez une couleur magnifique, et vous voyez une espèce de brume qui n'est pas due à un mauvais temps, mais aux émanations de soufre qui sortent des vapeurs soufrées qui sortent de ce lac, ou la récolte de soufre que vous voyez ici dans des paniers. Là on en a pour 70 kilos apportés par un seul homme. Un problème économique dans la région, mais qui malheureusement fait vivre les Indonésiens. Autre preuve que l'on a vue grâce à sismologue, l'enfoncement du plan de Benioff, c'est-à-dire des séismes de plus en plus profonds quand on s'approche soit d'un continent, soit de la plaque, enfin de manière générale de toute façon, de la plaque chevauchante. Les séismes sont de plus en plus profonds, prouvant le plongement de la plaque, et je vous rappelle que l'isotherme 1300 degrés constitue la limite inférieure des plaques. Maintenant, des témoignages de collision.
On a ici un superbe pli observé dans les Alpes. C'est un pli qui se trouve à Saint-Clément. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette région. Donc ces plis constituent des montagnes, des sommets, mais on voit très bien ici que c'est un pli qui est couché. Il n'est pas sur la forme de la montagne, mais il est couché puisqu'il y a eu des mouvements compressifs très importants. Autre témoignage des charriages. Alors on a ici l'âge des roches qui est figuré avec des initiales. Donc ça c'est le Trias, ça c'est le Crétacé. Dans l'ordre on a Trias jurassique qui n'est pas représenté et Crétacé. Et puis au-dessus nous avons à nouveau du Trias. Ce qui veut dire que des roches plus anciennes sont venues se superposer. Alors on peut expliquer ça en modélisant les choses. Ici, vous avez ce document que vous pouvez coller maintenant. On suppose qu'un tracteur pousse des couches superposées. Alors cette couche en vert a été déposée avant cette couche en jaunâtre, puisqu'elle est en dessous. Mais vous allez voir, que par le jeu de failles inverses, pardon. Ah zut, j'ai loupé un document. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus apparaître. Vous avez sur votre document, par le jeu de failles inverses, ces roches représentées en vert vont se retrouver au-dessus, donc inversées par rapport à l'ordre chronologique. On parle de charriage ou encore de chevauchement dû à des failles inverses. Ce type de failles qui sont tout à fait différentes des failles normales de l'Islande. Alors voilà une faille inverse observée dans les Alpes sur le terrain, dans la région ici de l'Odève. Alors vous avez des strates bien visibles, et si j'essaie de poursuivre cette strate, eh bien j'en suis empêché, je dois descendre un peu et me retrouver ici. De la même façon, celle-ci se raccorde à celle-là. Le site de Pierre Thomas nous permet de voir en plus gros plan la couche repère qui nous sert à faire les mesures, la faille inverse qui est ici, et ce qu'on appelle le rejet de la faille, c'est-à-dire de combien a bougé l'affleurement rocheux. Des modélisations sont bien sûr possibles à partir de ces observations. Donc de nombreuses preuves de mouvements convergents qui nous amènent à la notion que vous pouvez copier. Et vous allez également copier le titre du grand C, confirmation des mouvements des plaques. Nous allons étudier au prochain TP les points chauds, autre preuve de ces mouvements. Merci de votre attention.